Ignition sequence starts. Le monde connaît des changements permanents. Il est en évolution constante. Dans tous les domaines de la vie, il y a des évolutions. Dans les moyens de communication entre les gens, dans le travail et le commerce, dans les voyages et les transports, même dans les jeux et les divertissements. Tout dans la vie de l'homme se fait désormais à travers ces appareils dits intelligents, liés à des satellites numériques géants. Or, l'homme n'est arrivé à ce sommet du savoir qu'après un long périple, fait de découvertes et de sacrifices. La civilisation arabo-islamique y a participé en développant un certain nombre de savoirs, et notamment dans le domaine des mathématiques. Domaine qui a ouvert la voie à l'homme pour sonder les profondeurs de la vie et voyager dans l'espace à travers des programmes intelligents basés sur des algorithmes. Algorithmes attribués au savant des mathématiques, le génie des calculs, Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Bagdad était la capitale, le lieu où se concentraient le pouvoir, l'économie et le commerce. De ce fait, elle était aussi le centre du savoir. Bagdad était alors le centre du monde. Tous les étudiants espéraient pouvoir s'y rendre afin d'étudier auprès de savants qui avaient une grande influence. Ajoutez à cela l'intérêt des califes abbassides pour la construction des écoles, qui est vite devenue une des préoccupations majeures. Tout cela a eu une grande influence sur les étudiants. C'est à ce moment qu'ils ont commencé les recherches et les études. C'était à l'âge d'or de ce califat, sous les règnes de Haroun al-Rachid et de al-Mamoun. Au point où tout savant qui composait un ouvrage ou en traduisait un d'une langue quelconque en arabe recevait son poids en argent ou en or. Tous ceux qui avaient de l'ambition, une histoire à raconter, une compétence ou autre, tous espéraient rejoindre Bagdad. C'est là-bas qu'on pouvait postuler pour un poste ou un emploi, que se trouvait la cour du calife. Si on voulait être au cœur des événements, il fallait quitter sa ville natale et se rendre à Bagdad. C'est durant l'âge d'or des Abbassides, alors qu'il était au sommet de sa force, qu'une des familles aisées quitta son village nommé Khawarizm, une région de Khorasan, aux confins de l'État islamique. Elle prit le chemin du cœur du califat et de son centre, jusqu'à s'installer dans la ville de Kortabal, à proximité de Bagdad. Au sein de cette famille, grandit un jeune très éveillé, qui se distinguait particulièrement par ses capacités d'observation. Il était épris de recherche, de savoir et de connaissance. Il s'agit de Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi vécut son enfance dans la ville de Kortabal, où il passait ses journées soit avec les savants, ou alors dans les champs de sa famille, à les aider dans leurs activités agricoles. Mais il avait toujours l'esprit occupé à calculer des distances et connaître la taille des objets. Tout objet qui tombait entre ses mains se transformait dans son esprit en un ensemble de droites qui représentaient une forme géométrique. الله
أشهد أن لا إله إلا الله Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi est-ce que je te trouve préoccupé, l'esprit ailleurs, oh Mohammed? Tout le temps que je suis éveillé, j'ai l'esprit occupé par la forme des choses et les distances qui les séparent, et à évaluer leur hauteur. Mon esprit n'a de cesse d'imaginer des fils qui relient un palmier à un autre, et un arbre à un autre, et une maison à une autre, jusqu'à ce que mon esprit soit plein de fils qui se croisent, et de formes géométriques diverses. Je m'imagine des formes que je me représente sans cesse quand je suis éveillé. Elles ne me laissent pas jusque dans mes rêves. Oh mon fils, si je vois juste, je pense que tu seras un grand mathématicien. Prends la route pour étudier à Bagdad. Et ne perds pas ton temps dans les champs. Tu ne ferais que perdre tes forces. Mais j'aide mon père dans son activité agricole et je ne peux Mets-toi en pas. route vers la maison de la sagesse à Bagdad. Je suis certain que tu y trouveras ce que tu cherches. Et laisse cette activité agricole à ta famille. Je me charge de ton père. Merci mon professeur. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. La confusion avait disparu de l'esprit de Khawarizmi. Les paroles de son cheikh avaient suscité son enthousiasme. Il prenait maintenant la route pour Bagdad, le centre du monde durant l'âge de gloire de l'islam. Il allait y étudier le savoir. Al-Khwarizmi avait rejoint Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse. À cette époque, cet institut était la source du savoir et des savants. Et ce, pour une seule raison, c'est que le calife Haroun al-Rachid, qui l'avait mis en place, y avait consacré une large partie de son budget tant il aimait le savoir et les savants. Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, était un institut d'État. Cela correspondait à ce qu'on appelle aujourd'hui une université, rassemblant des professeurs et des étudiants, ainsi que les sessions d'apprentissage. Au début, la Maison de la Sagesse était un centre d'enseignement, de philosophie, des savoirs et de littérature qui avait été acheminé des différentes civilisations du monde. C'est pour cette raison que les sources du savoir qu'on y trouvait étaient variées puisque certaines venaient de Grèce, d'autres de Perse, d'où on avait fait venir bien des joyaux de leur héritage. Ajoutons à cela le savoir en provenance des Indes. Si on veut bien se représenter le contexte à l'époque de Al-Khwarizmi, il n'y avait pas d'internet, ni de livres imprimés. Si on voulait acquérir une connaissance, il fallait soit rencontrer une personne qu'on connaissait, ou avoir accès à un manuscrit que quelqu'un avait à sa disposition sur le savoir ou la connaissance en question. Al-Khwarizmi a bien entendu largement profité de sa présence à la Maison de la Sagesse, ainsi que de la présence de savants éclairés, qu'il s'agisse de ceux de son époque ou de ceux des autres civilisations dont les ouvrages ont été traduits. Ce contexte propice au savoir a été un facteur essentiel dans les œuvres de Al-Khwarizmi. Ce qui est étonnant, c'est que Al-Khwarizmi, de par son esprit très éveillé et sa mentalité exceptionnelle, a réussi à obtenir un diplôme en mathématiques en 2 ans seulement, chose qui n'était pas arrivée à aucun de ses contemporains avant lui. Son professeur a attesté de ses compétences auprès du calife Haroun al-Rachid, qui lui demanda « N'as-tu pas un élève qui a atteint un niveau très élevé en mathématiques ?» Et de lui confirmer « Si, j'ai Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi. »
Haroun al-Rachid était tout à fait conscient que la connaissance était une force et non pas un luxe ou une parure. Il a donc encouragé les élèves les plus distingués et mis à leur disposition les conditions adéquates. Il a pris en charge Al-Khawarizmi avec bienveillance, qui s'est jeté sur les livres et s'est mis à les lire l'un après les autres, en les scrutant et en déduisant tout le savoir utile qui s'y trouvait. Et ce, jusqu'à ce que vienne le règne de Al-Mamoun, qui lui a permis de poursuivre ses recherches et son apprentissage. Il l'a d'ailleurs désigné responsable de la bibliothèque du palais califal. C'est ainsi qu'il a pu avoir accès à de nombreux ouvrages scientifiques volumineux, et ce, dans différentes langues, en perse, en turc, en arabe, et avec cela en une quatrième langue qu'il a dû apprendre et qui lui a donné du poids sur le plan scientifique, qui est la langue grecque. Et du coup, à cette époque, grâce à la langue grecque, il a pu commencer à lire beaucoup de livres en mathématiques. Ces équations sont toujours aussi difficiles. Je suis d'accord avec toi, Abu Jafar. Regardons à nouveau cette partie de... Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Abu Jafar. Il semble que ce soit des gens qui sont venus interroger les savants au sujet des diverses questions comme les salaires, la répartition des terres, et des montants du zakat, et d'autres questions. Oh, savants de Bagdad, qu'allons-nous faire? Tu veux une fatwa? Nous ne pouvons que nous en remettre à Allah. Les choses sont devenues vraiment difficiles pour nous. La zakat sur l'argent. Nous ne pouvons que nous en remettre à Allah. Oh, savants de Bagdad, qu'allons-nous faire? Il n'y a aucun bien dans un savoir qui ne profite pas aux gens, ni dans des savants qui s'isolent des gens de derrière un mur. Al-Khawarizmi est différent de nombreux savants, dont ceux de notre époque. C'est un fabuleux modèle de ce que l'on appelle aujourd'hui le savoir populaire. Il a su parfaitement transmettre son savoir à un public non spécialiste. Il a mis en place ses savoirs et sa connaissance, et c'est là une méthode que l'on doit apprendre de lui. Le monde islamique a besoin de chiffres précis qui leur permettent de faire le décompte des impôts, de l'aumône légale, les salaires, du commerce de façon générale. C'était également un besoin et une nécessité qui se faisait sentir sur le plan religieux. Les musulmans avaient besoin de procéder au décompte des cas d'héritage. Nous parlons d'une époque où l'État abbasside s'étalait sur une surface équivalente à peu près de 40 pays musulmans. Parmi eux, beaucoup de gens appartenaient à des pays nouvellement conquis. Ils venaient de se convertir à l'islam et ils ignoraient tout de la façon dont il fallait procéder au calcul de l'héritage. Al-Khawarizmi s'est lancé dans le domaine des calculs, qui souffrait de l'existence de chiffres qui n'étaient ni liés les uns aux autres, ni classés. Il était très difficile de pratiquer les mathématiques à l'époque, en raison de la difficulté à mettre en œuvre les chiffres. Il n'y avait pas de symboles spécifiques aux chiffres. Pour procéder à des calculs mathématiques, les Grecs utilisaient des lettres, et les Arabes, des lettres pour chaque chiffre. Comment les gens procédaient au calcul avant Al-Khawarizmi, avec quels chiffres? Il était très difficile d'utiliser les chiffres, surtout quand on s'adressait à une personne du peuple. Prenons par exemple les chiffres romains, qui correspondaient à des lettres, comme nous le savons tous, avec cette forme ou ceux qui avaient cette forme. Il était très difficile de procéder à des calculs avec de tels symboles. Ce n'était pas du tout efficace de compter avec ce genre de symboles en guise de chiffres. Même pour les calculs les plus simples, ce procédé n'était pas évolutif.
Si on réfléchit un instant à la façon dont les gens procédaient au calcul, on se rend compte que cela était vraiment difficile et complexe. Prenons l'exemple d'un élève romain qui devait faire une multiplication. Par exemple, 14 fois 26. Il était obligé d'écrire cela ainsi, XX, ce qui signifie 10 et 10, puis le chiffre 6 devait s'écrire en utilisant le V pour le 5, puis le I pour le 1. Si on devait écrire 14, il fallait écrire X, puis V, mais il fallait positionner le I avant le V de façon à ce qu'on comprenne que cela corresponde au 4 et non au 6. Et si on voulait multiplier 14 par 26, il fallait écrire tous ces chiffres, ce qui en faisait bien entendu une opération bien compliquée et surtout très longue. Ensuite, il devait compter de façon similaire à ce que les Arabes appelaient la numérotation ABJAD, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à une valeur numérique. Tout cela était inscrit dans un tableau de cette forme. Dans ce tableau, on donnait à chaque lettre une valeur numérique correspondante, ceci conformément à l'ordre des lettres de l'alphabet. En arabe, ce classement est comme suit. Alfi, Ba, Jim, Dal, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Kaf, La, Mim, Nun. D'ailleurs, il est arrivé qu'à cette époque, un homme bien malin, lors du décès d'un émir, a voulu officialiser la date de son décès. Alors, il a écrit que la lettre Fa, inscrite dans le tableau, correspondait à la valeur 80 en face de la lettre Ya. Il reste donc 10, puis il les a jointes et a pris la lettre Alif, dont la valeur est de 1. En prenant la valeur en face de chaque lettre, il affirmait que l'émir était décédé en 801. Et c'est ainsi qu'il put effectivement officialiser la date de son décès. Mais bien sûr, ce procédé était difficile. Et faire des calculs de cette façon, avec d'autres chiffres, le serait tout autant. Mais cela était avant Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi était à cette époque en quête de son objectif partout où il se trouvait. Il était préoccupé par les opérations mathématiques des Indes. Il pensait que les savants indiens étaient d'un niveau supérieur aux autres dans la pratique des mathématiques et dans cette discipline. Al-Khwarizmi a constaté que les Indiens utilisaient des symboles pour représenter les chiffres et il était en mesure de faire évoluer ces symboles. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a donné par la suite les chiffres arabes. Et le calcul de leur valeur numérique était basé sur le nombre d'angles de chaque chiffre. Après Al-Khwarizmi, les chiffres, comme nous pouvons le voir sur ce tableau, ont tous un certain nombre d'angles. Le chiffre 1, en arabe, a un angle. Le chiffre 2 en a 2, et c'est comme cela qu'on peut définir sa valeur numérique, en fonction du nombre d'angles. Le chiffre 3 en a 3, et ainsi de suite, jusqu'au chiffre 9, comme on peut le voir sur ce tableau. 1, 2, 3, 4, puis le 5, 6, 7, 8, 9. C'est ainsi qu'on arrive à 9 angles. Voici donc les chiffres en arabe. Al-Khwarizmi a pris connaissance des chiffres indiens et a compris leur importance qui était tout à fait inhabituelle puisque cela lui donnait la possibilité de modifier complètement toutes les règles qui régissaient les façons de compter. Et il n'y avait que 9 chiffres. Il restait donc un problème à résoudre. Par exemple, le 601 s'écrit avec un 1 dans la colonne des unités, le 6 dans la colonne des centaines. Mais que devions-nous écrire dans la colonne des dizaines ? Aujourd'hui, quand on veut définir le zéro, il nous suffit de dire en toute simplicité qu'il s'agit du zéro dans la colonne des dizaines. Mais avant l'époque de Al-Khwarizmi, j'entends par là dans toutes les civilisations, cette question restait encore très obscure. Dans les anciennes civilisations, on laissait un espace entre les chiffres. On laissait un espace vide. C'est comme ça qu'on faisait référence à ce chiffre. On laissait un espace vide pour indiquer la valeur et il n'y avait aucune inscription pour l'indiquer. C'est là que Al-Khwarizmi a inventé le zéro. Avec ce système, il a impulsé un nouvel essor, d'une ampleur inouïe dans le monde des chiffres. Al-Khwarizmi, après avoir ajouté le chiffre 0 à titre de valeur numérique, de façon à pouvoir donner le chiffre 10 en le positionnant à côté du 1, ou le chiffre 100 en ajoutant 2 zéros, et ainsi de suite. Il a en réalité, en faisant cela, solutionné un grand problème, un problème d'une ampleur titanesque. De plus, Al-Khwarizmi a pu mettre en pratique ces chiffres et utiliser des valeurs numériques énormes.
Il s'est mis à écrire un livre dans lequel il a expliqué les chiffres indiens. C'est devenu la méthode selon laquelle les gens ont commencé à apprendre la façon de calculer. Et cela est resté jusqu'à notre époque. Non pas l'écriture en tant que telle, mais la façon de calculer. C'est celle que nous utilisons tous jusqu'aujourd'hui. Nous sommes capables d'écrire n'importe quelle valeur numérique, aussi grande soit-elle, avec une grande facilité. Les opérations mathématiques que nous les faisons selon la méthode de Al-Khwarizmi, c'est-à-dire par un ensemble d'étapes successives et simples qui nous permettent d'obtenir un résultat sous une forme très simple. Le rôle de Al-Khwarizmi a été vraiment important. En écrivant son livre sur les chiffres indiens, il a clarifié l'importance du chiffre 0. Il a posé une pierre très importante dans l'édifice des mathématiques. Il a défini ce qu'était le zéro qui en est un pilier. Il avait eu sous la main un ensemble de connaissances dont la plupart étaient issues des civilisations antérieures. Chacune d'elles avait apporté son lot de savoir jusqu'à un certain point, indépendamment des autres. Mais lui était doté d'une intelligence et était un personnage brillant. Il a su extraire et déduire des connaissances qu'il a lues de leurs ouvrages. Il en a sorti tout ce qui était utile et a su les reformuler. Ce n'était pas simplement un homme qui a transmis les savoirs antérieurs. Il a tiré profit de ce qu'il a appris et a su le cerner parfaitement. Par la suite, il s'est produit une espèce d'interaction interne et il a pu reformuler toutes ces informations de façon accessible. Sa foi dans le savoir était sans limite. Mais il a précédé son temps en mettant en place ce qui sera le sommet de son savoir et qui est devenu le signe d'une rupture dans l'histoire des mathématiques. Et son destin fut que cela soit un des piliers essentiels des mathématiques modernes. Cela en composant son livre Al-Jabrawa Al-Muqabala, le livre du rajout et de l'équilibre. Le livre du rajout et de l'équilibre porte sur l'algèbre. Et c'est ce livre qui est effectivement enseigné dans toutes les écoles du monde, bien qu'il ne soit pas connu. Le livre du rajout et de l'équilibre, Al-Khwarizmi l'a écrit et a posé les bases de l'algèbre. C'est une des plus importantes disciplines des mathématiques aujourd'hui. Ce principe repose sur une idée qui est celle des équations. Celle-ci indique qu'il est possible qu'un lien unisse différents chiffres. L'une des plus grandes réalisations de Al-Khwarizmi en lien avec les mathématiques est son livre sur les équations. Transposer des chiffres à une valeur négative d'un côté à l'autre de l'équation. Ou encore agir ainsi avec des fractions, des valeurs au carré, des racines, en les faisant passer d'un côté à un autre de l'équation. Et aussi réunir les valeurs identiques. Cette façon de penser les mathématiques n'existait pas avant que lui ne la mette en évidence. Jouer avec les chiffres, comme il l'a théorisé, en balançant les uns et les autres d'un côté à un autre de l'équation, en ajoutant ou en retranchant les chiffres pour arriver au résultat escompté, c'est ce qui l'a amené à donner ce titre à son livre, le livre du rajout et de l'équilibre. On voit que le livre d'Al-Khwarizmi fait la description des équations et les classes. Personne avant lui n'avait fait une telle chose. Ensuite, il a expliqué comment résoudre ces équations par le biais de différentes étapes de calcul déterminées. Il a apporté la preuve de l'exactitude de son concept et que sa méthode donnait des résultats exacts. Quand on a inventé les ordinateurs qui avaient une capacité de calcul énorme avec la capacité qu'on connaît, c'est en utilisant la méthode des algorithmes que cela a pu se faire. Et les algorithmes tirent leur nom de Al-Khwarizmi. Même si Al-Khwarizmi n'a pas conçu les algorithmes tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais ils ont été conçus à partir de sa méthode de pensée. Cette influence linguistique nous montre que le livre de Al-Khwarizmi sur les équations et sa façon de calculer a eu un impact certain sur la pensée et la civilisation européenne moderne. Après qu'Allah m'a accordé sa réussite et qu'il m'a aidé à écrire ce livre sur les équations, je pense qu'il serait bien d'en écrire un résumé. Les gens pourraient ainsi l'utiliser dans leur vie quotidienne. Il serait plus simple pour eux de calculer et répartir l'héritage de chacun, de compter leurs marchandises, de calculer les distances dont ils ont besoin, en espérant qu'Allah me donne une récompense
Et seul Allah me mène à la réussite. C'est en lui que je place ma confiance. Il est le Seigneur du trône immense. Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi a laissé une production scientifique très utile à travers un ensemble d'ouvrages et d'épîtres, et certaines déductions qu'on peut évaluer à 20 ou 30 titres. Al-Khawarizmi diffusait quelques écrits qui étaient le fruit de ses recherches. Bien sûr, aujourd'hui, avec la façon dont le savoir a évolué, certains chercheurs font un travail et le diffusent. Il s'agit de quelques notes de travail qui tiennent sur 4 ou 5 pages, censées résoudre un problème particulier. Par exemple, il a écrit sur la solution pour la montre solaire. Il a aussi diffusé ses recherches sur les calculs astronomiques, sur les 5 satellites qui étaient connus à l'époque, sur la course des étoiles et des planètes. Il a aussi pu faire un calcul mathématique. Ce fut un véritable début pour la science astronomique islamique. Al-Khawarizmi est décédé en 232 années hégériennes, en 847 après Jésus-Christ. Après un certain temps, ses 2 plus gros travaux en mathématiques, sur les équations et les calculs indiens, ont été traduits dans les langues latines. Les traductions latines de ses œuvres les ont sauvées, puisque les versions arabes ont disparu. C'est pour cela que les travaux de Al-Khawarizmi ont eu un grand impact sur la culture occidentale. De même que certains de ses travaux sur l'astronomie ont été traduits au XVIe siècle, ajoutant à cela d'autres travaux arabes, traduits à la même époque. Fibonacci, le savant italien, est un savant relativement contemporain de Al-Khawarizmi. Il a vécu environ 200 ans après lui. Il a grandi et s'est formé dans le Maghreb. Il est ensuite revenu en Italie. Il a en réalité étudié les livres de Al-Khawarizmi. Il a traduit le chiffre 0 en italien et l'a nommé Zafiro. Le chiffre 0 en anglais vient en fait de l'arabe. La civilisation islamique s'est répandue dans le domaine des mathématiques. Les musulmans ont su briller dans ces disciplines. Ils ont influencé la vie scientifique par leurs larges contributions. Malgré les évolutions qu'a connues la civilisation islamique durant les derniers siècles, les livres de Al-Khawarizmi incarnent toujours la première pierre sur laquelle a été construite la civilisation scientifique moderne. La civilisation occidentale a préféré utiliser le système décimal et l'algèbre. Aujourd'hui, l'algèbre est un pan important des mathématiques, tout comme les équations que Al-Khawarizmi a théorisées et qui sont appelées aujourd'hui l'algèbre. Et encore de nos jours, en introduction de ces livres à travers le monde, ceux édités il y a encore 1 ou 2 années, ont mentionné que ces termes sont issus du livre d'Al-Khawarizmi dans lequel il a expliqué les bases. Il est sûr que le rôle des mathématiques est indispensable dans tous les domaines, que ce soit dans l'Internet, la bourse, même dans ce qui est appelé le ATM, mode de transfert asynchrone. Il est impossible de faire quoi que ce soit sans l'évolution impressionnante des mathématiques qui s'est construite sur les travaux de Al-Khawarizmi. Il n'y a aucun bien dans un savoir qui ne profite pas aux gens, ni dans des savants qui s'isolent des gens de derrière un mur.